Bonjour, je m'appelle Bernard Sablonnière, je suis professeur de biochimie et de biologie moléculaire ici à l'Université de Lille. Quand on tombe amoureux, c'est un orage émotionnel. D'un seul coup, on est surpris, tous les sens vont être exacerbés, on a une décharge d'adrénaline, de noradrénaline, et très vite, une clé chimique du cerveau, un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, va forcer à se concentrer sur l'autre pour essayer d'aiguiser le désir. Le coup de foudre existe, il n'est pas forcément vécu chez tout le monde, mais il peut l'être. C'est immédiat, c'est excessif parce que dans le cerveau, il y a des accélérateurs qui se mettent en route, les accélérateurs du désir, dont font partie l'adrénaline, la noradrénaline, qui donnent ce stress du début parce que ça exacerbe les perceptions sensorielles, on va recevoir tout ce qu'aimait l'autre et très vite, la dopamine fait son œuvre. La dopamine, c'est vraiment le neurotransmetteur, c'est-à-dire cette clé chimique qui active le comportement de désir, le comportement d'envie, que ce soit pour un objet, que ce soit pour la consommation d'une drogue, que ce soit pour rencontrer quelqu'un, un désir amoureux, un désir de sexe. Dans le cerveau, c'est exactement le même circuit qui s'active et qui est lié à une libération très forte, oui, de dopamine. La perception du plaisir, c'est la deuxième phase d'activation de ce circuit désir-récompense. Quand on désire violemment dans le cerveau attend la récompense. Et il va manifester cette récompense par la libération d'autres clés chimiques qui sont différentes de la dopamine et qui sont les clés chimiques de la perception du plaisir. On connaît tous, c'est les endorphines, ça donne une euphorie, ça fait plaisir. Il y a aussi l'anandamide, c'est un peu comme un cannabis naturel. Et puis on a aussi la sérotonine, qui peut être capable de donner cette impression d'euphorie extrêmement importante, par analogie avec l'exemple de l'effet d'une drogue qui est l'ecstasy. Les moyens utilisés pour percevoir le plaisir sont liés bien sûr à un échange, donc ça peut être simplement le ton de la voix, ça peut être la beauté d'un visage, ça peut être un petit peu plus loin effectivement avec les caresses, voire plus. Le cerveau utilise un même circuit, mais en réponse à l'activation de ce circuit, il peut activer d'autres régions, notamment le circuit des émotions, parce que ça va évidemment déclencher des émotions positives. Oui, parce que le plaisir ressenti, son intensité peut être variable selon le contexte, mais en tout cas, les clés chimiques qui sont à l'origine de cette perception du plaisir sont les mêmes. L'amour peut être considéré comme une drogue, mais attention, c'est une drogue comportementale. Ce n'est pas une drogue considérée comme objet, sauf dans le cas particulier dans un couple de partenaires intéressés uniquement par le sexe. La passion amoureuse, c'est cette phase un peu d'obsession de l'autre, de compulsion, c'est-à-dire qu'on a tellement activé ce circuit désir-récompense qu'on veut que ça tourne vite et on veut que ça recommence. Et c'est ça qui explique ces troubles vraiment compulsifs. On devient vraiment complètement envahi par le fait de communiquer avec l'autre, d'être en présence de l'autre, et on oublie tout le reste de sa vie. On ne mange plus, on ne dort plus, et c'est lié en grande partie à l'effet de ces clés chimiques dans le cerveau, l'adrénaline, la noradrénaline, qui provoque un stress un peu continu. Le stress continu d'être sûr qu'on est toujours dans les conditions d'activer ce circuit de désir. Dans cette phase compulsive, il y a un des freins du cerveau qui agit beaucoup moins bien, c'est la sérotonine, qui normalement doit calmer les ardeurs de la dopamine, qui est un accélérateur. Donc c'est pour ça qu'on a cette attitude de réitérer toujours ces envies qui nous bouffent la vie finalement. Dans le comportement amoureux, évidemment, le désir de l'autre, c'est un peu analogue à la prise d'une drogue, puisque d'un point de vue cérébral, ça active le même circuit. Donc c'est équivalent, oui. Lorsque la passion s'émousse et qu'on rentre dans une espèce de routine, il y a deux aspects différents.
Il y a le fait que le circuit désir-plaisir ne peut pas être réactivé en permanence parce que ces serrures qui reçoivent la dopamine s'usent un peu dans le cerveau. Et il y a un deuxième mécanisme très positif qui fait que dans toute relation, en principe, ça va déboucher au bout de 6 mois, 2 ans, 3 ans, vers un attachement durable. Et là, il y a une autre partie du cerveau qui est activée, qui est une partie du cerveau des émotions, qui va libérer une autre hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et l'ocytocine va calmer la relation, va la rendre beaucoup moins passionnelle, beaucoup moins excessive. Les accélérateurs vont être réduits dans le cerveau. Et l'ocytocine va donner cette impression de confiance en l'autre, de calme, qui est très développée dans le cerveau humain et qui peut expliquer ce que certains couples durent des dizaines et des dizaines d'années. Lors d'une rupture amoureuse, il faut bien se rendre compte qu'on a accéléré, on a activé le circuit du désir et d'un seul coup, il n'y a plus de répondant, il n'y a plus de plaisir ressenti. Donc à ce moment-là, le cerveau va activer l'amygdale, le centre d'émotion, en disant « Oh là là, je ne perçois plus d'émotions positives, qu'est-ce qui se passe? Je vais très mal, je deviens anxieux, je deviens triste, je réactive l'envie de retrouver l'autre, etc. » Donc se crée un véritable état de manque. L'état de manque, c'est littéralement l'illustration du fait que le désir n'est plus assouvi par une perception de plaisir. C'est tout à fait analogue à ce qui se passe avec la plupart des drogues parce que les mécanismes cérébraux sont les mêmes. On active le désir et on perçoit plus de plaisir. Donc le cerveau s'est habitué à avoir un niveau d'hormones de plaisir qui est important et d'un seul coup elle chute, donc il se sent mal. Il y a peut-être un seul exemple que les cardiologues connaissent qui peut survenir chez certaines femmes, c'est le syndrome du cœur brisé. C'est-à-dire on active tellement les émotions que ça peut fragiliser le cœur et donner des troubles cardiaques. Dans le cerveau, c'est essentiellement le circuit de la mémoire émotionnelle qui va se réactiver. C'est-à-dire qu'on va se remémorer tous les bons moments qui étaient très bien avec ce partenaire et on va se dire mais pourquoi ça ne pourrait pas recommencer puisque j'ai déjà mémorisé que ça se passait très bien. Donc on le vit mal parce que si l'autre ne veut plus, on ne peut pas réitérer ces circuits qui donnaient beaucoup de plaisir et que le cerveau avait bien compris. Alors l'overdose en amour, à mon avis, n'existe pas vraiment comme pour une drogue parce que dans l'action de la plupart des drogues, le taux de dopamine dans le cerveau est fortement élevé. Alors que dans ce besoin naturel de rencontrer l'autre, d'aimer l'autre, l'élévation de la dopamine est moins forte. Donc pas d'overdose à mon avis. Alors néanmoins, ça ne veut pas dire que suite à une séparation, on n'a pas envie de réitérer le circuit et de recommencer évidemment. Développer un filtre d'amour, c'est impossible parce qu'il faudrait avoir une substance qui touche toutes les clés chimiques du cerveau et toutes ces fameuses serrures qui les reçoivent. La plupart des drogues qui peuvent susciter l'envie d'entrer en relation, c'est très artificiel, mais ça marche puisque ça va élever dans le cerveau le niveau de dopamine. L'alcool, que ce soit même l'excès de tabac, que ce soit le cannabis, stimule la libération de dopamine. Donc ça active le circuit désir-plaisir. Et il y en a d'autres qui peuvent agir sur les deux, c'est-à-dire à la fois sur le désir et sur le plaisir en même temps. Et donc là, c'est très violent. Donc c'est l'action de l'ecstasy. Parce que l'ecstasy, non seulement ça stimule la libération de la dopamine, on active le désir, et en même temps, ça active fortement la libération de sérotonine, qui est une hormone fortement libérée lors de la perception du plaisir. Donc d'un seul coup, on a cette espèce d'orage qui en même temps mêle désir et plaisir. Le problème, c'est que dans le cerveau, ça va diminuer considérablement la libération naturelle de sérotonine et donc ça peut créer très vite un état de manque dès que la quantité de drogue va diminuer. La relation amoureuse, normalement, n'est pas une addiction, sauf si cette phase passionnelle, cette phase de désir de l'autre est trop exacerbée. Et ça dépend
de la façon dont le circuit émotionnel s'est façonné chez les uns, chez les autres. Ça dépend aussi de notre génétique. La passion amoureuse, notamment chez les adolescents, elle va être un petit peu plus égoïste, un petit peu plus possessive. Pourquoi? Parce que les circuits émotionnels et les circuits liés à l'empathie ne sont pas complètement matures, ne sont pas complètement définitivement formés chez un adolescent. Donc en conclusion, il ne faut pas croire que l'amour est purement chimique. On a parlé de clés chimiques, de serrures. Bien sûr, ça met en jeu aussi la mémoire émotionnelle, ça met en jeu l'environnement, ça met en jeu l'éducation. Aujourd'hui, on ne comprend pas tout à l'amour. Bien sûr, l'amour doit encore contenir tout un tas de mystères, je vous rassure sur ce point, que ce soit les neurobiologistes, les neuropsychiatres, les psychologues, même s'ils essayent de comprendre toutes ces facettes, n'ont pas encore abouti à toutes les solutions de ces mystères.